Alors bonjour à tous. On va commencer dans quelques secondes le webinaire. Au préalable, je rappelle quelques règles de fonctionnement du webinaire. Donc, tout d'abord, on vous invite, si vous le souhaitez, à mettre vos vidéos pour qu'on puisse aussi, pour plus de convivialité, vous voir, de bien éteindre vos micros, s'il vous plaît. On va attendre encore quelques secondes et on débutera, sachant qu'il y aura deux grandes parties à ce webinaire, donc une partie présentation et une partie questions-réponses. Donc sur cette partie questions-réponses, je vous invite à les poser dans le chat. On les notera au fur et à mesure et on essaiera d'y répondre dans le temps de ce webinaire. Si jamais certaines questions n'ont pas de réponse à l'oral, on aura avec le replay une retranscription de toutes les questions et on apportera toutes les réponses adéquates à l'écrit, notamment via le forum du RBS. Voilà, donc il est 11h30, on va pouvoir débuter. Donc merci à tous d'être présents pour ce webinaire qui va porter sur les prix de vente et les modélisations qui ont été réalisées par URBS et dont vont vous parler les ingénieurs de URBS. Alors tout d'abord, je vais repositionner l'entreprise URBS. Donc, nous sommes une entreprise, une TPE stéphanoise qui sommes experts de la science des données géographiques. Donc ça, c'est un point central. URBS ne se contente pas de capter de la donnée open data et de la restituer telle qu'elle. On va avoir, de par nos compétences en géomatique et en data science, un ensemble de traitements afin que cette donnée brute que vous retrouvez notamment en open data soit vraiment enrichie, améliorée pour pouvoir vraiment répondre aux besoins des différents acteurs des territoires qui ont un usage des données, sachant que URBS propose des données multithématiques sur les bâtiments, l'énergie, le social, l'urbanisme et bien entendu la partie prix dont on va parler aujourd'hui. En parallèle de la mise à disposition de ces données sous forme de base de données, on propose différents outils dont on verra l'exemple, notamment celui de l'ONB après la présentation sur les prix et donc des outils en format WebSIG accessibles directement en ligne. Et bien entendu, toute cette expertise peut être mise à disposition de nos partenaires, étant donné que l'on propose des conseils et des expertises associées au traitement de la donnée ou à leur interprétation. Comme je vous l'ai évoqué, toute la richesse des bases de données de URBS sont regroupées sous une appellation unique qui s'appelle IMOP. Donc IMOP, c'est la base de données du RBS qui contient aujourd'hui un peu plus de 200 champs de données sur un ensemble de thématiques liées au bâtiment. Et cette base de données est livrée aux partenaires via des extractions qui peuvent être sur mesure avec des formats adaptés, des dumps SQL, des GeoPackages ou d'autres formats géographiques. Comme je l'ai évoqué, ces données-là, pour les personnes qui n'ont pas d'ingénierie en interne pour manipuler ces bases de données, peuvent utiliser la géoplateforme, donc l'Observatoire national des bâtiments, qui est une version en accès libre, et la version augmentée, qui est l'Observatoire national des bâtiments plus, dans lequel vous retrouverez toutes les données. Et enfin, pour les développeurs, notamment informatiques, on a des API, sachant que tout ces trois éléments-là sont ISO, c'est-à-dire que toutes les données que vous retrouvez dans IMOB, vous les retrouverez dans l'ONB et dans l'API. Enfin, pour vous donner une visibilité sur les usages qui sont faits aujourd'hui des données du RBS par le monde économique et les acteurs des territoires, donc on va retrouver deux grands ensembles d'acteurs, les acteurs publics. Donc là, on va s'adresser notamment aux collectivités territoriales, aux communes, aux établissements publics nationaux, aux agences locales, aux bailleurs sociaux, quelle que soit leur taille. À la fois, on va travailler avec des départements, on va travailler avec des métropoles
Vous voyez des exemples ci-dessous, Strasbourg, l'Eurométropole donc de Strasbourg, Aix-Marseille, mais aussi des communautés de communes ou des communautés d'agglomération. L'objectif, c'est de rendre la donnée accessible à tous, et notamment côté acteurs publics. Côté acteurs privés, on va plutôt avoir des partenaires qui vont être à la fois des diagnostiqueurs immobiliers, des agences immobilières, des banques, des assureurs ou des acteurs de l'énergie et de la rénovation, notamment la rénovation énergétique. Voilà. En parallèle de ces plateformes et de ces bases de données, il faut savoir que l'ensemble de notre activité, notamment de traitement des jeux de données, est documenté. Donc, il existe un forum qui vous permet d'aller dans le détail de nos méthodologies et de nous poser vos questions. Un ensemble de documentation est notamment présent dans ce forum. Et côté interface, on a aussi un ensemble de tutoriels vidéo et vous avez les liens ci-dessous si vous voulez vous y référer. Voilà, donc je vais passer la main à mes collègues maintenant pour aborder le cœur de cette présentation, à savoir les prix et leur modélisation. Alors, c'est moi qui enchaîne. Donc, tout d'abord, merci à vous d'être présents. Je vais juste me présenter. Ça, alors, c'est pas- Je vais tout d'abord me présenter. Donc, moi, je suis Safia Raouf, data analyst chez URBS depuis plus de 5 ans maintenant. Et donc, je fais tout ce qui est traitement des données, intégration des grosses bases de données. Et il y a une particularité aussi, c'est que j'intègre des modèles prédictifs qui sont réalisé par la R&D, notamment mon collègue Marc, qui lui vous présentera le modèle prédictif. Donc, quand on parle du prix de vente, de quoi parle-t-on? Donc, on va vous présenter la source de données, DVF, et dans un premier temps, et dans un second temps, les modèles qui ont été réalisés, les modèles prédictifs et les modèles de calcul du prix du marché. Donc, les données DVF, en fait, ce sont des données tabulaires qui sont produites, qui sont des remontées des prix de vente des notaires ou à la DGFiP et qui sont ensuite transmis à Etalab. Donc, c'est des données en open data qu'on récupère et qu'on va traiter. Donc, nous, on s'intéresse aux inventaires donc, des mutations à titre onéreux. Donc, ce sont tout ce qui est vente, échange, expropriation et ou adjudication. Euh, dans les données DVF, demande de valeur foncière, j'ai oublié de le préciser, ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les dates de mutation, le prix net vendeur, donc hors frais de notaire et de taxes. On s'intéresse aussi aux surfaces des locaux qui sont vendus, aux surfaces des terrains, au type de biens, si ce sont des maisons, des appartements, des dépendances, etc. On verra ça par la suite. Et il faut savoir que les remontées des ventes dans la base de données qui est fournie par Talab, c'est assez lent finalement. On a une mise à jour tous les 6 mois, mais on n'a pas les ventes de l'année 2025 à l'heure actuelle. Et il peut y avoir des ventes qui sont remontées au compte-gouttes des ventes anciennes. Donc on a les ventes depuis 2014 jusqu'à 2024. Et il peut y avoir, par exemple, une vente de 2017 qui peut être remontée au compte-gouttes en 2024. Et oui, j'ai oublié de le notifier, on n'a pas les données de DVF sur certains départements de la région Grand Est, parce qu'elles ne sont pas fournies par Etalab. Donc, c'est le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, pour lesquels on n'a aucune donnée et donc aucun modèle prédictif non plus. Alors, voici un exemple de mutation qu'on peut rencontrer dans la base de données DVF. Donc, nous, on a pris un exemple. Donc, c'est à Goméné. On a un bien qui a été vendu 377 500 euros sur une parcelle. Et cette parcelle, elle a une maison de 160 mètres carrés, de dépendance, un local industriel et commercial, des terrains, 3 terrains blancs, un terrain de taillis, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans DVF, cette mutation, elle est décrite par à la fois le nombre de locaux et le nombre de terrains, du fait des croisements entre la base de données magique et Fidji, que je n'ai pas présenté, mais on pourra éventuellement l'aborder dans le livre.
sur les questions. Donc, ça consiste au final à 36 lignes qui décrivent, dans le tableau TPF, qui décrivent cette mutation. En fait, la donnée d'élève est très complexe et seulement moins d'un tiers des ventes d'un local n'ont pas de doublon de ligne. Donc, en fait, dans DVF, on a 35 millions de lignes qui correspondent en fait à 14 millions de mutations distinctes. Donc, la majorité des mutations a des doublons. En fait, ce qu'il faut, c'est identifier le maximum de ventes de logements pour lesquels on aura un prix au mètre carré qui soit pertinent. Et pertinent pourquoi? En fait, pour nos modèles d'apprentissage, nos modèles prédictifs et pour aussi calculer un prix du marché. Alors, pour calculer pour construire cet ensemble d'observations, on s'est intéressé à l'étude qu'a proposée Boris Meritsky et Florent Desmaroas, si je ne dis pas de bêtises. Donc, lui, eux proposent de catégoriser les types de ventes, de mutations. Donc, on a plusieurs catégories, notamment ce qu'il appelle les monoventes de un seul bien et les monoventes homogènes, c'est-à-dire la vente d'un bien, un appartement plus une dépendance, ou bien une maison plus un jardin, ou une maison plus une dépendance. Et il faut aussi supprimer donc les ventes extrêmes afin de fournir un jeu de données qui soit cohérent en termes de prix au mètre carré habitable. Donc, on va avoir un certain nombre de critères, de filtres. Notamment, on va conserver les mutations uniquement si on a maximum 5 dépendances. On va conserver les mutations que si elles ont une surface de locaux compris entre au minimum 10 mètres carrés et au maximum 350 mètres carrés. Et on va aussi faire un filtre, c'est-à-dire qu'on va garder que les mutations pour lesquelles les surfaces au maximum seront comprises entre 5000 m² et 10 000 m². En fait, on fait ça parce que sinon, le prix au mètre carré ne sera pas représentatif du prix au mètre carré d'un bien voilà, de sa partie habitable. Ce sera peut-être plutôt représentatif de la superficie Ja, du, pardon, du terrain. Bonjour à tous, donc Marc Grossour. Je vais vous présenter l'algorithme qu'on a développé pour les prix et qui est divisé en deux parties. Il y a une partie d'actualisation des prix et une partie de prédiction des prix. Je vais vous présenter les modèles qu'on a développés et leur fiabilité. D'abord, pourquoi c'est pertinent de prédire les données manquantes des prix via des modèles prédictifs? Parce qu'en fait, ce sont souvent les mêmes logements qui sont achetés et vendus. Et il y a certains logements qui sont très rarement achetés et vendus. Donc en fait, les données de DVF couvrent 16% des adresses, soit 26% des logements. Donc ce sont les adresses pour lesquelles on a une valeur foncière historique. Cette valeur foncière, on va essayer de l'actualiser pour avoir pour toujours 16% des adresses couvrant 26% des logements, une valeur foncière actualisée. Et ensuite, il va falloir compléter cette donnée pour avoir une prédiction des prix au mètre carré pour 100% des adresses et des logements, avec donc soit un prix réel actualisé quand on en dispose, soit un prix prédit. Et du coup, on va pouvoir calculer aussi en bonus l'écart au prix du marché, puisqu'on va devoir calculer, comme je vais vous le montrer, les prix du marché et le turnover sur les immeubles. Quand on parle de prix du marché, ça veut dire qu'on parle d'un marché. Quel marché?
C'est un problème important parce qu'il y a plusieurs façons de définir les marchés. Donc, nous, on s'est intéressé à 4 critères importants. Le critère géographique, bien sûr. Donc, est-ce que, on est sur une commune, sur un EPCI ou sur un département? Le critère du bien en lui-même, est-ce que c'est une maison ou un appartement, du neuf ou de l'ancien? Le critère de l'équilibre ou du déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc ça, ce sont des zones qui sont définies au niveau national, les zones ABC, qui en fait ont 5 zones, qu'on appelle les zones de tension aussi, de tension immobilière. Et puis les critères chronologiques, c'est l'année de mutation. Donc pour chaque année de mutation, on va définir des marchés en fonction de toutes ces sections-là. Donc par exemple, sur une commune, on va définir pour cette commune le marché des maisons neuves, le marché des maisons anciennes, etc. Ce qui fait que pour chaque commune, on peut définir 4 marchés, pour chaque EPCI, 20 marchés, pour chaque département, 20 marchés. Et pour quelquefois, il y a des biens rares, donc on est obligé de fusionner des marchés. Et dans ce cas-là, on va d'abord fusionner les maisons et les appartements, et ensuite le neuf et l'ancien. Ce qui fait qu'au total, pour un département comme la Loire, on définit environ 1500 marchés par an. Et pourquoi on va définir tous ces marchés? Parce que le prix du marché à l'année N-K associé à une adresse, on va le définir comme le prix médian du plus petit marché dans lequel se situe le bien. Donc on va chercher un marché le plus local possible, le plus précis possible, dans lequel se situe un bien. Et on va définir le marché le plus petit possible à condition qu'il ait quand même au moins 25 valeurs. Parce que sinon, ben, ça n'a pas de pertinence de calculer des statistiques sur moins de 25 valeurs. Et sur un marché qui est aussi actif à l'année N, pourquoi il faut qu'il soit actif à l'année N-K et à l'année N? Parce que on va se servir de l'évolution du prix du marché entre l'année N-K et l'année N pour actualiser le prix. Le prix va être actualisé de la même façon que a évolué le marché entre les 2 années. Et pour les valeurs extrêmes dont on vous parlait tout à l'heure, on a éliminé les 1% les plus chers et les moins chers du marché dans lequel on se trouve. Ce 1%, on l'a un petit peu modifié d'ailleurs par rapport aux recommandations de Boris Merixquet, parce que on s'est rendu compte que quand on travaille sur toute la France, en fait l'étude de Boris est que sur la Bretagne. Et quand on travaille sur toute la France, il y a des régions où il y a des valeurs qui peuvent être très, très vite très aberrantes, avec des biens qui correspondent à aucun marché, en fait. Donc, une fois qu'on a défini ça, on a actualisé nos prix, donc on vient de faire l'actualisation. On va pouvoir avoir un ensemble d'observations pour chaque région. Et pour chaque région, on va essayer d'apprendre ces valeurs qu'on a en fonction d'un certain nombre de variables. Et c'est là qu'on va utiliser tout le reste de la base IMOP, c'est-à-dire qu'on va appareiller les mutations DVF à la base IMOP pour récupérer plein d'autres caractéristiques de ces adresses pour apprendre le prix. Donc on va récupérer des caractéristiques géographiques, bien sûr, latitude, longitude, altitude, mais aussi les zones ABC dont on a parlé, mais aussi les zones spéciales, zones QPV, zones ZSP, zones protégées. La distance à une école, la distance à un médecin, qui est connue comme ayant aussi un impact sur le prix. Des informations de structure, donc de taille, nombre de logements, de surface, d'âge, et puis de performance énergétique. Et des informations socio-économiques, comme le niveau de confort tel qu'il est décrit dans les fichiers fonciers, les niveaux d'entretien des logements, la part des logements sociaux, des résidences secondaires, de la vacance, des informations sur les dépendances, sur les typologies de propriétaires et sur les typologies de revenus, en particulier le taux de pauvreté au carreau. Et bien sûr, on prend en compte le prix du marché
à l'année N, qui est bien sûr la variable la plus importante pour définir un prix. C'est le prix du marché. À partir de là, on va définir un modèle statistique pour apprendre les observations qu'on a définies après la phase d'actualisation. Et pour ça, on va d'abord faire une sélection des variables parce que vous voyez que c'est quand même un gros ensemble de variables qu'on a pris au départ. Et en fait, bon, elles ne sont pas toutes pertinentes pour chaque région. Pour ça, on utilise l'algorithme vSurf, Variable Selection Using Random Forest, qui a été développé par des chercheurs de Sophia Antipolis et qu'on couple avec l'algorithme Ranger, qui est une variante de Random Forest, pour ceux qui connaissent un peu, qui permet de définir des quantiles. Pour chaque région, on prend 20 000 adresses sur lesquelles on apprend et on vérifie la performance de notre algorithme sur 50 000 adresses. On estime à chaque fois un prix médian au mètre carré, un prix minimal et un prix maximal. Et on estime qu'à 80%, le prix de la transaction doit se réaliser entre le prix minimal et le prix maximal. C'est pour ça qu'on a choisi premier et neuvième décile. Pour regarder la performance du modèle, il faut prendre en compte les aléas du prix. Donc, les aléas du prix, c'est d'abord la marge de négociation. La marge de négociation est en augmentation constante ces dernières années. Elle oscille entre 0 et 20%, avec une moyenne à 8%, même 9% sur les dernières études. Il y a les variations saisonnières qui peuvent aller jusqu'à 3%. Et puis, il y a les effets chronologiques, les effets historiques. Par exemple, on sait que le Covid, dans certaines régions, a eu des effets très importants sur le marché de l'immobilier. Donc, je vais vous prendre deux régions bien différentes. Le Centre-Val de Loire. Donc, Centre-Val de Loire, un marché très homogène. La plupart des prix sont inférieurs à 4 000 euros du mètre carré, 99% des adresses. On a une erreur moyenne qui est de 345 euros par mètre carré. Pour les maisons anciennes, 90% des adresses, on a une erreur moyenne qui est à peu près la même, parce que c'est 359 euros du mètre carré. Pour l'Île-de-France, marché beaucoup plus divers, on va avoir une erreur un peu plus grande pour les prix bas, parce que les aléas sont plus importants, forcément la région est grande. Alors après, on calcule aussi des statistiques par département, mais je n'ai pas voulu non plus vous tuer avec des statistiques. Et puis, on a une erreur qui a tendance à augmenter quand le prix augmente, mais on a arrivé quand même à contrôler l'erreur, puisque si vous regardez bien, l'erreur augmente moins vite que le prix. On arrive à moins de 10% d'erreur sur les prix importants. Sur les appartements anciens, qui représentent 74% des logements, on a 614 euros du mètre carré d'heure en moyenne. Et pour les maisons anciennes, 20% des logements, 653 euros du mètre carré. Donc oui, effectivement, 10% d'erreur, ça peut paraître beaucoup, mais encore une fois, ça reste dans la marge des aléas du prix, en fait. Si vous voulez, on ne peut pas définir, comment, on peut estimer un prix, mais on ne peut pas prédire le prix de vente exact. Et en fait, on se rend compte qu'il y a cet aléa important sur le prix de vente. Ouais. Donc en fait, quelque part, il y a une incertitude qui est irréductible, en fait. Et puis, comme effet secondaire du modèle, on a aussi les variables significatives, puisque je vous ai dit qu'on fait une sélection de variables. Donc on peut avoir aussi des informations intéressantes sur les régions là-dessus. Vous voyez, par exemple, là, je vous ai mis les variables, la sélection des variables dans l'ordre où elles ont été sélectionnées pour la région Grand Est. On voit que la distance au médecin et à l'école est quand même sélectionnée à un rang un peu bien placé. Le DPE, la source d'énergie de chauffage, est sélectionné aussi, même si c'est en dernier. Et on peut le comprendre, puisque dans la région Grand Est, il y a des dépenses de chauffage importantes. Par contre, en région PACA, la performance énergétique n'est pas sélectionnée, alors que la distance au médecin et à l'école est vraiment sélectionnée dans les premières variables.
J'en profite d'ailleurs pour faire un commentaire, puisque pour ceux qui étaient au webinaire sur les DPE, euh, en fait, ça fait relativiser aussi les études qui montrent l'impact du DPE sur les prix, puisque en fait, on se rend compte qu'il y a une forte dépendance régionale sur les effets du DPE. Je vous remercie de votre attention. On va poursuivre avec une démonstration. Alors, je vous propose donc de voir un peu comment toutes ces données se matérialisent dans l'Observatoire national des bâtiments. On va prendre quelques exemples et aussi regarder eh bien, dans les 4 grandes fonctionnalités de l'outil, comment et où on peut retrouver toutes ces données. Lorsque vous vous connectez à l'Observatoire national des bâtiments, vous arrivez normalement sur la cartographie. Et dès la cartographie, vous pouvez retrouver les différentes données des valeurs foncières. Alors pour ça, il faut aller dans la thématique dédiée, qui est thématique valeurs foncières, juste ici dans le menu à gauche. Et puis vous pouvez afficher donc 4 différents calques. Le premier, c'est les prix de vente officiels au mètre carré. Donc ça correspond à tous les prix de vente que nous avons relevés et qui sont issus de la base DBF que vous a présenté Safia. Le deuxième calque, ce sont les prix de vente au mètre carré estimés. C'est toutes les estimations dont vient de parler Marc. Et la carte est assez saisissante, hein, puisqu'on voit bien la complétion des données à l'échelle nationale. À l'exception, bien entendu, comme on vous l'a dit, des régions ici, des départements de l'extrême est de la France. Le troisième calque, c'est l'écart au prix du marché. Donc tout pareil, on a pour chaque adresse de la France métropolitaine eh bien, les écarts au prix du marché. Et enfin, on a inclus un calque présentant la part de logements vendus au cours des 5 dernières années pour voilà, analyser un peu le taux de rotation des logements au cours des 5 années passées. Ces données, vous pouvez également les retrouver dans le tableau de bord territoire, deuxième grande fonctionnalité de l'outil. Alors pour ça, je vais juste configurer un territoire, je vais me mettre sur Tour Métropole, et je peux accéder à mon tableau de bord juste ici en cliquant sur Tableau de bord territoire. Là encore, vous avez donc toutes les thématiques habituelles de l'ONB et une thématique spécifique aux valeurs foncières. Donc je descends un petit peu et je vais avoir ma thématique valeurs foncières qui est juste ici. Donc, vous avez là encore les mêmes indicateurs, le prix de vente au mètre carré officiel, le prix de vente estimé, ça permet de faire des comparaisons également sur les statistiques. On met bien les deux en parallèle, notamment, et notez toutefois que les prix de vente estimés incluent aussi les prix de vente officiels. Tout comme les DPE, hein, lorsqu'on parle des données prédites, on inclut dedans les données réelles pour référence. Dans la troisième fonctionnalité, c'est-à-dire dans le tableau de bord à l'adresse, vous retrouverez aussi ces indicateurs. Donc je vous propose d'aller sur une adresse en particulier. Le 124 rue de Bois-Denier à Tours. Hop, je vais sur mon tableau de bord adresse. Tac. Et donc ici, comme précédemment, vous avez un petit bloc avec les valeurs foncières. Donc vous avez un peu plus de détails à l'adresse, c'est assez logique, puisque vous pouvez accéder à l'ensemble des transactions immobilières qui ont été réalisées et relevées à cette adresse-là. Vous avez ici la liste, et vous pouvez les consulter avec à la fois les prix de vente réels et les prix de vente actualisés par ERBS. Vous avez les surfaces, le nombre de pièces et quelques caractéristiques pour différencier éventuellement les différents logements auxquels s'appliquent ces ventes. Comme précédemment, vous avez donc le prix de vente estimé, les prix bas estimés au mètre carré. Vous avez également les écarts au prix du marché et la part de logements vendus à 2 ans, à 5 ans et à 10 ans, dans le passé bien évidemment. Toutes ces données sont sourcées, hein, vous pouvez accéder à toutes les informations, à toutes les métadonnées, pardon, en cliquant sur les petits i ici, et vous pouvez avoir un peu plus le détail de cet indicateur, la fiche descriptive associée et la fiabilité que nous y associons. Enfin, les données sur les valeurs foncières se retrouvent aussi dans notre dernier outil, qui est l'outil de ciblage et de prospection. Alors, je vais dézoomer un petit peu.
On va rester ici sur Tours Métropole Val-de-Loire et je vous propose un scénario, un peu un cas d'usage si vous voulez. Donc l'outil de ciblage et de prospection, il sert à faire du repérage d'adresses, c'est-à-dire que vous allez filtrer l'ensemble de notre base de données selon un ou plusieurs critères. Et ici, on va essayer de on va faire un cas d'usage qui est un peu en lien avec la thématique des valeurs foncières. L'idée, c'est de repérer les logements potentiellement de mauvaise qualité. On sait qu'un logement de mauvaise qualité a souvent tendance à être vendu moins cher parce qu'il est soit insalubre, soit c'est une passoire énergétique. Donc, je vous propose de croiser deux critères. Le premier, ce sont les DPE, pour identifier notamment les passoires énergétiques. On va se restreindre aux DPE F et G. Et les écarts au prix du marché, en considérant que si on a un écart important au prix du marché, eh bien, on a un logement qui est potentiellement de moins bonne qualité. Pour ce faire, vous allez aller ici dans Ajouter un critère et rechercher dans tout notre catalogue les différents indicateurs dont je viens vous parler. Alors, les DPE sont bien entendu dans la thématique DPE. Je vais prendre ici les DPE de référence enrichis, ceux que nous produisons chez ERPS. Et ensuite, les données de valeur foncière sont dans la thématique du même nom. Et on va prendre ici l'écart au prix du marché. Je clique et j'ajoute mes deux indicateurs et ensuite je les configure. Donc ici, je restreins mon scénario aux classes F et G. Et je vais configurer mon écart au prix du marché en laissant moins 300 et en se limitant à un écart à moins 30%. Je valide et j'applique mon filtre. En quelques secondes, vous voyez que à l'échelle de mon EPCI ici, j'ai repéré l'ensemble de mes adresses qui satisfont ces deux critères. Donc ici, j'en ai 75 qui représentent 546 logements d'habitation. Je peux en avoir la liste ici, et puis accéder en cliquant sur une adresse, par exemple, au tableau de bord à l'adresse correspondant. Et je peux aussi faire un bilan de cette sélection pour avoir tout simplement ces caractéristiques en cliquant sur le bilan de la sélection. Alors, je vous propose un deuxième et dernier cas d'usage. On veut maintenant savoir où le marché est le plus dynamique en termes d'échanges dans le parc collectif. Alors pour cela, on va mobiliser deux indicateurs. Le premier, c'est est-ce qu'on est dans une maison ou un appartement? Et le second, c'est la part de logements vendus dans les 2 dernières années. Pareil, je clique de nouveau sur Ajouter un critère. Je vais rechercher si mes logements sont en maison ou en appartement. Donc le critère en question, il doit être là. Je ne le vois pas, je ne le vois pas, il est au bas. Usage, actif, maison ou appartement, donc il est dans la catégorie usage, effectivement. Et ensuite, dans la valeur foncière, je vais prendre la part de logements vendus dans les 2 dernières années. J'ajoute ces deux critères, je configure ici pour avoir uniquement les appartements, et je veux une part de logements vendus entre 75 et 100%. Une part assez importante pour du collectif. Je valide mes critères et je clique mon filtre. De nouveau, ici, je repère un petit nombre d'adresses sur l'ensemble de mon EPCI, donc 114 adresses pour 213 logements d'habitation, et je peux, encore une fois, zoomer, accéder au tableau, au bilan de la sélection et au détail des adresses. Voilà comment se matérialisent toutes les données en lien avec la valeur foncière dans l'ONP. Donc pour conclure cette présentation, je vais faire un petit résumé et on reprendra par la suite les questions qui ont été évoquées dans le chat. Alors n'hésitez pas si vous en avez encore à les poser. Donc si on synthétise, on a aujourd'hui une méthode qui, en termes de philosophie, pourrait se rapprocher de la méthode par comparaison qui est souvent utilisée par les agents immobiliers. Les agents immobiliers ont tendance à évaluer le prix d'un bien par rapport à leur perception qu'ils ont des biens qu'ils ont déjà vendus sur une zone. Donc on fait une comparaison. Donc philosophiquement, on est sur quelque chose de très proche, mais derrière, on va nous y apporter en fait une démarche scientifique robuste qui va être alimenté par un ensemble de données expertes et des algorithmes qui sont travaillés par des data scientists pour fournir un prix de vente qui est le plus proche de celui que l'on peut estimer avec les données accessibles.
Le deuxième point important, c'est que comparativement à d'autres confrères qui ont tendance juste à déverser l'ensemble des prix de vente, aujourd'hui, quand vous êtes sur l'Observatoire national des bâtiments, vous avez les données du marché à date. Voilà. On ne représente pas chez URBS une carte où vous allez avoir, si je vais mettre des parenthèses, un pot pourri de toutes les données de 2011 à aujourd'hui, et donc une incapacité à comparer facilement si les biens ont les mêmes prix du fait de l'évolution des prix du marché dont on vous a parlé. Voilà. Alors, bien entendu, en fait, on est à chaque fois aussi dans une démarche d'amélioration continue. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer constamment cette capacité à préciser les données, mais gardons en tête, et comme ça a été évoqué par Marc et Safia, qu'il y a une marge incompressible pour l'estimation des prix parce que vous allez avoir un contexte qui est impalpable. Donc ça peut être un propriétaire sous tension. Si vous êtes pris à la gorge parce que vous êtes sur un pré-relais, la marge de négociation pourrait être très importante et ça, on ne peut pas le savoir. Mais on pourrait aller, et ça pourrait être des axes d'amélioration, dans la recherche d'informations qui peuvent avoir des influences. Donc, par exemple, la notion de bâtiment calme ou pas, qui pourrait être approximée par la présence de zones comme des aéroports ou des zones bruyantes, ou des vues. Il est possible d'avoir une notion de distance, par exemple, à un front de mer, même si des fois il est difficile d'évaluer si la vue est intéressante ou pas. Bien entendu, tout ça, ça fait des axes d'amélioration possibles, mais aujourd'hui, on a des prédictions qui ont un niveau de qualité qui permettent aux acteurs de très facilement obtenir une estimation convaincante ou plus globalement un prix des biens partout sur un territoire. Et ça, que ce soit à l'usage d'un acteur public qui voudrait, et comme l'a démontré Valentin via les cas d'usage, connaître ces territoires, ces zones sous tension, les zones où les prix sont élevés, moins élevés, les zones où il y a beaucoup de turnover, etc., etc. Voilà, donc si vous avez des questions, comme je l'ai mentionné, n'hésitez pas à les reposer. Plusieurs ont été évoquées dans le webinaire. Donc la première, c'était sur l'erreur moyenne, donc qui est autour de 10%, variable selon les prix de vente et aussi les territoires. Donc, on va avoir aujourd'hui, oui, une erreur environ de 10% qui est à rapprocher, selon nous, de la marge moyenne de négociation que l'on ne capte pas. Donc ça, c'est un point important. Il n'est pas possible d'évaluer la marge de négociation car il faudrait connaître cette marge de négociation. Or, aujourd'hui, dans les données DVF, vous n'avez pas le prix de vente qui a été affiché sur les plateformes comme seloger.com ou le prix de vente que souhaitait le propriétaire, mais vraiment le prix vendu et qui a été acté par l'acte notarié. Voilà. Donc on ne sait pas si initialement la personne ou l'agent immobilier avait estimé la maison 250 000 euros par exemple et que finalement elle a été vendue 240 000 euros. Donc ça, c'est inconnu aujourd'hui, ça pourrait être une information intéressante. On a évoqué l'influence sur les prix, donc c'est vrai que certaines certifications, comme je l'ai évoqué sur d'autres paramètres, pourraient être rajoutées. Donc n'hésitez pas à utiliser le forum ou à nous contacter si vous avez en tête des bases de données, si possible au niveau national, parce que comme vous l'avez bien remarqué, URBS travaille au niveau national pour fournir des informations qui soient identiques en termes de qualité partout sur tout le territoire hexagonal. Donc aujourd'hui, on traite l'ensemble de la France, incluant la Corse. Voilà, donc toutes ces informations-là sont disponibles. Je réinsiste tout de même sur un des points importants, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls, côté URBS, à vraiment estimer le prix de tous les biens en France et à les rendre accessibles en quelques clics via les interfaces ou de façon massive avec les bases de données. Pour rappel, on a, et je l'ai présenté tout à l'heure, trois moyens de transmettre ces données. L'API pour des applicatifs. Donc aujourd'hui, des agents immobiliers qui veulent fournir des estimations précises à l'adresse peuvent directement appeler nos données. Et là, grâce à toute la connaissance qu'on a sur les bâtiments, on peut réduire le parcours utilisateur où on a juste besoin de renseigner une adresse pour fournir une estimation des prix.
On a l'Observatoire national des bâtiments, où là, tout à chacun peut l'utiliser. Et bien entendu, si vous souhaitez manipuler vous-même les bases de données pour faire des traitements spécifiques, il y a la livraison des bases de données. Oui, je voulais quand même rajouter un point sur la question de l'erreur, parce que c'est une question qui revient comme c'était sur le webinaire sur les DPE. C'est un choix à URBS d'être transparent sur nos algorithmes, puisque pour optimiser un algorithme, on mesure sa performance. Donc, on a choisi de communiquer ses performances, bien sûr. Le problème, c'est de les comparer à quelque chose. Et en fait, quand vous allez sur des sites grand public avec des estimations de prix, ben, personne ne vous dit on se trompe à tant de pourcents. Et donc, je ne sais même pas si eux-mêmes savent à combien de pourcents ils sont précis ou pas. Donc, effectivement, pour le moment, on ne dispose pas de données de comparaison. Alors, pour le DPE, maintenant, on dispose de données de comparaison, mais pour le prix à ce jour, sur la France entière, on ne dispose pas d'algorithme auquel comparer ce qu'on a fait. Voilà, donc je suis en train de retracer les différentes questions sur, je pense qu'on a fait le tour, donc les erreurs moyennes, les éléments prédictifs, etc. Donc, comme toutes nos modèles et toutes nos méthodes, on a et on est en cours de documentation. Donc, en fait, ces démarches-là sont explicitées. Bien entendu, après, les niveaux d'information peuvent être plus ou moins experts parce que on touche ici à la data science, aux mathématiques, aux statistiques. Donc, on voit derrière qu'il faut avoir, dans certains cas, des compétences expertes, soit pour comprendre bien les modèles ou pour les modéliser. Mais en tout cas, l'essence même de la méthodologie, les forces et les limites sont documentées et seront documentées encore plus pour vous permettre de bien comprendre la donnée. Et ça, c'est aussi l'un des objectifs de l'URBS, c'est qu'au-delà de la donnée, et c'est un différenciant, on insiste toujours sur ce qu'on appelle les métadonnées, donc la source, le millésime, la fiabilité et la méthode que vous retrouvez dans l'interface. Alors, on a une nouvelle question sur le choix du modèle Random Forest. Alors oui, pourquoi le choix de Random Forest plutôt qu'une régression hédoniste? Alors, on va dire, on avait étudié dans les années précédentes les méthodes hédonistes. La première, c'est qu'on a beaucoup de variables et que, en fait, un des buts des méthodes hédonistes, c'est de calculer une sorte de valeur ajoutée de chaque variable. Et en fait, pour nous, ben, c'est pas possible, enfin, c'est pas pertinent en tout cas pour un grand nombre de variables comme celle-là. Et la deuxième raison, c'était de pouvoir avoir des quantiles qui ont une signification statistique. Parce que auparavant, on faisait une fourchette de prix prime-in, prix-max, qui était en fait un pourcentage plus ou moins le prix estimé, qui était fixe. Et donc, en fait, on ne tenait pas compte de l'incertitude liée au marché. Alors que là, en fait, le fait de pouvoir utiliser la méthode des quantiles nous permet de faire d'afficher des grandes fourchettes prime-in, prix-max dans les zones de marché où il y a des grandes incertitudes et des petites fourchettes dans les zones où il y a des marchés de petite incertitude. Donc, on a considéré que c'était plutôt une valeur ajoutée d'utiliser ça. J'espère que ça répond à la question. Oui. Il y a une demande de précision par rapport à ma comparaison sur la méthode par comparaison. Euh, pour résumer, en fait, philosophiquement, c'est quelque chose qui me semble similaire. Après, en termes de méthodologie, on est diamétralement, enfin, à des années-lumière, étant donné que un agent immobilier va se baser sur sa rationalité propre, de la connaissance limitée de ce qu'il a d'une zone. Alors que nous, on va, grâce à la donnée, avoir une richesse d'informations et surtout une capacité à connaître spécifiquement l'ensemble des biens.
Oui, alors une différence importante, c'est que du fait qu'on travaille au niveau de la région, on ne s'intéresse pas forcément que à un marché local. C'est-à-dire que si un bien est rare dans l'endroit où il est, on va le comparer à des biens plus éloignés. Ça, je pense que c'est une différence. Voilà. Mais on reste sur des biens, enfin voilà, que ce soit tout algorithme de prédiction. En fait, l'hypothèse de base d'un algorithme de prédiction, c'est que des observations qui se ressemblent auront des valeurs de sortie qui se ressemblent. Donc en fait, on continue à travailler là-dessus, à essayer de dire, bah, ça veut dire quoi en fait des adresses qui se ressemblent du point de vue du prix. Donc ce qu'on rajoute aussi, c'est toutes les données socio-économiques comme on l'avait fait pour le DPE, parce que en fait, ben, on utilise encore une fois, c'est pas des relations de causalité, mais des relations de corrélation entre des variables socio-économiques et des prix. Alors, pour terminer, un point, et je conclurai si on n'a pas d'autres questions. Bien entendu, dans cette approche d'amélioration continue, si vous êtes en connaissance de travaux publiés et robustes qui ont pu être faits éventuellement de nature similaire, alors à l'échelle de la France ou inférieure, on est preneur parce que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir voir les axes d'amélioration et donc une comparaison avec des outils ou des méthodes existantes nous intéresse toujours pour fournir justement à nos utilisateurs le niveau maximal de qualité des informations qu'il est possible de faire aujourd'hui. Voilà. Donc on se permettra de répondre aux dernières questions qui ont été posées, donc comme on l'a dit par écrit. Toutes les personnes invitées au webinaire recevront une information comme quoi à la fois le replay est disponible et les réponses aux questions aussi disponibles. Donc on vous remercie tous pour votre présence à ce webinaire. Si vous avez besoin de nous contacter, vous avez l'adresse qui s'affiche, à savoir contact@urbs. Et donc on vous souhaite une très bonne journée à vous. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.